Ses yeux exercés, aiguisés par des années de pratique en tant que médecin, observaient discrètement des mouvements que d'autres auraient pu manquer. Quand il lui prit la main et murmura « Nous devons partir maintenant », Catherine hésita. Elle aurait dû l'écouter, mais au lieu de ça, elle l'ignora, trouvant des excuses pour Marie comme elle le faisait toujours. Ce n'est qu'à mi-chemin du retour que James prononça enfin les mots qui ébranlèrent les fondations de la plus ancienne amitié de Catherine. Juste 3 mots. Des mots qu'elle ne voulait pas croire. À ce moment-là, elle n'avait aucune idée de la profondeur de la tromperie, ni de ce qui lui en coûterait de découvrir enfin la vérité sur la personne qu'elle pensait connaître mieux que quiconque. Alors qu'ils entraient dans l'allée circulaire de la maison de banlieue de Marie, le gravier crissa sous leurs pneus. La maison était décorée de banderoles couleur lavande et crème. Des ballons se balançaient dans la légère brise printanière. Des voitures étaient garées des 2 côtés de la rue. Bien plus que ce que Catherine attendait pour ce que Marie avait décrit comme une petite réunion privée. On dirait que la moitié de la ville est venue, dit James à côté d'elle, ajustant son col. Il avait été silencieux pendant le trajet, serrant le volant un peu trop fort. Tu connais Marie, répondit Catherine. Elle n'a jamais fait les choses à moitié. James hocha la tête, mais quelque chose dans son expression ne lui plut pas. D'habitude, c'était lui qui bavardait avec les inconnus et se souvenait des animaux de compagnie des voisins. Aujourd'hui, cependant, il semblait sur les nerfs. « Tu te sens bien ?» demanda-t-elle, posant sa main sur son avant-bras. « Très bien. » dit-il, avec un sourire fatigué qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Juste épuisé par ma double garde. » Catherine laissa tomber. James rentrait souvent exténué de l'hôpital, et elle ne voulait pas commencer la baby shower de Marie par une dispute. Ils remontèrent le sentier bien entretenu vers la porte d'entrée. Catherine portait un panier cadeau rempli de vêtements de bébé bio, de livres pour enfants et d'une couverture faite main qu'elle avait mis 3 mois à tricoter. La porte s'ouvrit avant même qu'il puisse frapper. « Catherine !» cria Marie en tendant les bras. Elle rayonnait dans une longue robe rose pâle qui flottait doucement autour de sa silhouette. Ses boucles brunes étaient coiffées en vagues souples, et une couronne de fleurs reposait sur sa tête. Son maquillage mettait en valeur ses yeux vifs et ses joues roses. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un magazine de maternité sur papier glacé. Le genre où les mannequins sourient avec des ventres parfaits, vendant des rêves de maternité. « Tu es magnifique », dit Catherine, tendant le panier à James pour pouvoir la serrer dans ses bras. Marie la tint à bout de bras, se tournant légèrement sur le côté. « N'écrase pas le bébé », dit-elle en riant, en tapotant son ventre. Marie portait fièrement son ventre de grossesse, mais sa façon de le toucher semblait trop répétée. Un peu trop théâtrale. « On ne voudrait pas ça. » répondit Catherine en souriant, tout en essayant de croiser le regard de James. Il était déjà en train de scanner la pièce derrière Marie, les yeux vifs et concentrés. Le hall d'entrée s'ouvrait sur un salon transformé. Des fleurs de lavande décoraient chaque surface. Un photographe se déplaçait parmi les invités, prenant des photos. Dans un coin, un barman servait des cocktails sans alcool et des mimosas derrière un comptoir en marbre. Une enseigne au néon brillait sur le mur du fond en écriture rose, « C'est une fille. » « C'est, waouh !» murmura Catherine. « Marie, ça a dû coûter une fortune. »« Ne t'inquiète pas pour ça, » dit rapidement Marie en agitant la main. La plupart des choses ont été données. Les gens ont été incroyablement généreux. James haussa un sourcil mais resta silencieux. Puis, Nathan, le mari de Marie depuis 3 ans, s'approcha avec 2 verres de champagne. Il était grand et mince, avec des cheveux noirs qui commençaient à s'éclaircir près des tempes. Pour ceux d'entre nous qui ne portent pas de bébé, dit-il en tendant un verre à James. Son accent britannique donnait à ses mots un ton sec. Félicitations, dit James alors que leurs verres s'entrechoquaient. Futur papa pour la première fois, de grands changements en perspective. Les plus grands, répondit Nathan, bien que ses yeux se soient brièvement tournés vers Marie. Ils échangèrent un rapide regard. Un regard que Catherine ne put tout à fait comprendre. Catherine, appela une voix à travers la pièce. Lilian apparut, se faufilant dans la foule. Ses cheveux bouclés rebondissaient à chacun de ses pas. Derrière elle venait Jessica et Stanley. L'ancienne bande du lycée de Catherine, enfin réunie. « Ça fait une éternité », s'exclama Jessica en entraînant Catherine dans une étreinte. Elle portait une robe fluide. Ses doigts étaient tachés de peinture malgré ses efforts pour les nettoyer. « 6 mois, ce n'est pas une éternité »,
rit Catherine. En tant d'artiste, si, la taquina Jessica. Lilian se tenait en retrait, observant avec le calme concentré qu'elle avait développé depuis qu'elle était devenue thérapeute. Comment va le centre de conseil, Catherine? Occupée comme toujours, dit-elle. Tout le monde a besoin de parler à quelqu'un ces jours-ci. Stanley se tenait en marge du groupe, les mains dans les poches. Il s'était embelli depuis le lycée. Il n'était plus le garçon timide qui glissait des mots dans le casier de Catherine quand il pensait que personne ne le remarquait. « Content de te voir, dit-il. Ses yeux s'attardant sur les siens un instant de trop. « Toi aussi, répondit-elle, soudain consciente que James les observait. Marie frappa dans ses mains. Maintenant que Catherine est là, je peux enfin vous montrer la maquette de la chambre du bébé. Le designer a envoyé les rendus hier. Elle conduisit le groupe à l'étage, bavardant avec enthousiasme de peinture bio et de bois écologiques. James marchait à côté de Catherine, ses doigts effleurant légèrement les siens. « Tu as remarqué quelque chose » murmura-t-il. « Comme quoi » demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. « Laisse tomber. Plus tard. » La deuxième chambre avait été transformée en un doux rêve de rose et de crème. Un lustre en cristal pendait au-dessus d'un berceau sculpté à la main. Sur les murs, une fresque représentait une forêt magique peuplée de cerfs et de lapins. Un fauteuil confortable se trouvait dans un coin à côté d'une bibliothèque déjà remplie de livres pour enfants. « C'est magnifique, dit Jessica, la voix remplie d'admiration. « Absolument, approuva Catherine, bien qu'une question la taraudât. La pièce semblait beaucoup plus chère que ce que Marie et Nathan préféraient habituellement et certainement au-delà de leurs revenus. Nathan travaillait dans l'édition et Marie dirigeait une petite organisation à but non lucratif. Cette pièce seule coûtait probablement plus que ce qu'ils gagnaient en 3 mois. La plupart des choses ont été données par des fournisseurs qui soutiennent l'initiative de santé maternelle, dit Marie comme si elle lisait dans ses pensées. Ils veulent que leurs produits soient vus. C'est pratique, répondit Lilian. Sa voix était calme mais avec une acuité de thérapeute derrière elle. Le sourire de Marie se crispa légèrement. C'est du réseautage. Le meilleur qui soit. Alors que les autres admiraient le papier peint personnalisé, Catherine remarqua James debout dans l'embrasure de la porte. Son téléphone était sorti. Et il semblait prendre des photos de la pièce, zoomant sur de petits détails. Quand il la vit l'observer, il rangea rapidement son téléphone. En bas, la fête battait son plein. Les invités jouaient à des jeux, remplissaient des cartes de conseil et empilaient les cadeaux sur une table qui semblait sur le point de s'effondrer sous le poids. Pendant tout ce temps, James resta en marge, silencieux, envoyant des SMS, sans aucune de son énergie chaleureuse habituelle. Pendant une pause, Catherine le trouva près de la table des boissons. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui » demanda-t-elle. « Rien » répondit-il, bien que ses yeux continuassent de balayer la pièce. « Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais tu agis bizarrement. Tu n'as parlé à personne. » Il soupira et passa sa main dans ses cheveux sombres. « Je suis désolé. J'ai juste remarqué quelques petites choses qui ne collent pas, avant qu'elle ne puisse en demander plus. » Le photographe appela pour une photo de groupe. Tout le monde se rassembla autour de Marie, qui se tenait au premier plan. C'est maintenant doucement son ventre comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Alors que le photographe faisait le décompte, James recula, distrait par quelque chose, ou quelqu'un, de l'autre côté de la pièce. Il sortit à nouveau son téléphone, tapant rapidement. Catherine suivit son regard. Un homme se tenait près de la table des cadeaux. Il était d'âge moyen, avait des cheveux poivre et sel et portait des lunettes. Il fixait Marie avec une expression que Catherine ne pouvait pas comprendre. Inquiétude. Confusion. « Qui est-ce » murmura-t-elle à Jessica. Jessica haussa les épaules. Peut-être un collègue de Nathan, ou un ami de la famille. La séance photo se termina, et la mère de Marie s'avança pour parler. Lucy Whitman était une femme forte. Ses cheveux noirs étaient coupés en un carré strict qui encadrait son visage soigneusement maquillé. Quand Marie m'a dit qu'elle attendait enfin un enfant, commença Lucie en levant son verre. J'ai pensé à toute cette attente, à tout ce silence. Cette petite fille est une bénédiction après tout ce temps. Tout le monde applaudit. À côté de Catherine, James se tendit soudainement. Nous devons partir, dit-il d'un ton bas et sérieux. Quoi ? On ne peut pas partir en plein milieu d'eux. Elle commença,
mais James lui prit le poignet. Sa prise n'était pas douloureuse, mais elle était ferme. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Fais-moi confiance. Nous devons partir. James, c'est la baby shower de ma meilleure amie. Je ne peux pas juste. Je t'expliquerai dans la voiture, dit-il en la coupant. S'il te plaît. Quelque chose dans sa voix, stable, pas effrayée, mais très sûre, la fit hésiter. Catherine s'excusa rapidement auprès de Marie, disant que quelque chose était arrivé à l'hôpital. Marie fronça les sourcils, mais accepta l'excuse, et fit promettre à Catherine qu'elle déjeunerait bientôt ensemble. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, les ballons lavande flottaient toujours dans le rétroviseur. Catherine se tourna vers James. Ça a intérêt à être une bonne raison. Ses jointures étaient blanches sur le volant. Ce n'est pas une bonne nouvelle, Catherine. Ce n'est pas bon du tout. Le silence dans la voiture ressemblait à une troisième personne assise entre eux. James conduisait calmement. Les yeux fixés sur la route. Dehors, la lumière du soleil printanier peignait tout de couleurs joyeuses, ce qui ne faisait qu'alourdir la tension à l'intérieur. « Tu vas me dire de quoi il s'agissait » demanda finalement Catherine. « Ou je dois deviner. » La mâchoire de James était serrée. « Donne-moi une minute. J'essaie de trouver comment dire ça. » Dire quoi? Que tu m'as mise dans l'embarras devant tout le monde que je connais? Que tu m'as traîné hors de la baby shower de ma meilleure amie comme si c'était une scène de crime. Il ne répondit pas. Il mit simplement son clignotant brusquement et s'engagea sur l'autoroute. James, dit-elle à nouveau, cette fois doucement. Quoi que ce soit, dis-le-moi. Il laissa échapper un long soupir et ses épaules s'affaissèrent. Pas avant d'être à mi-chemin de la maison. J'ai besoin que tu sois concentrée. Pas distraite. Tu me fais peur. Je suis désolé. Il tendit la main pour lui serrer la sienne. Ce n'est pas mon intention. Ils roulèrent en silence pendant encore 15 minutes. Les maisons et les magasins firent lentement place à des terrains vagues. Lorsqu'ils passèrent devant un vieux panneau rouillé pour un restaurant fermé, James parla enfin. Marie n'est pas enceinte. Catherine le regarda, attendant une blague. Quand elle ne vint pas, elle rit d'incrédulité. De quoi tu parles? On vient de quitter sa baby shower. J'ai vu son ventre. Tu as vu quelque chose, dit James, sa voix calme comme celle d'un médecin annonçant une nouvelle. Mais ce n'était pas une grossesse de 7 mois. C'est fou, dit Catherine en se tournant sur son siège pour le regarder. Je connais Marie depuis que nous avons 6 ans. Je saurais si elle faisait semblant d'être enceinte. Le saurais-tu vraiment? Demanda-t-il, lui jetant un coup d'œil avant de regarder à nouveau la route. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment touché son ventre? La question la frappa durement. Catherine ouvrit la bouche, puis la referma. Elle repensa à tous leurs moments récents. Le dîner où Marie avait annoncé sa grossesse, la fête de révélation du sexe, les virées shopping. Chaque fois, il y avait eu des étreintes, mais toujours de côté, toujours brèves. Elle n'aime pas qu'on lui touche le ventre? Dit Catherine. Beaucoup de femmes enceintes n'aiment pas ça. C'est pratique. Arrête, lança-t-elle. C'est ridicule. Tu penses vraiment que Marie simule une grossesse? Quel en serait l'intérêt? James soupira. L'homme près de la table des cadeaux. C'était le docteur Henry Gregg. C'est un obstétricien à mon hôpital. Alors peut-être que c'est son médecin, demanda Catherine. Non, dit fermement James. Il ne travaille qu'à Merci Général. Marie va à Saint-Élisabeth-S. Tu me l'as dit toi-même quand elle a annoncé sa grossesse. Catherine fronça les sourcils. Peut-être qu'elle a changé de médecin. Catherine, dit doucement James maintenant. Il m'a reconnu. Nous avons croisé nos regards et il avait l'air inquiet. Profondément inquiet. Inquiet de quoi? Je ne sais pas exactement, répondit James. Mais après ça, j'ai entendu Nathan au téléphone dans le couloir près de la salle de bain. Les mains de James se crispèrent sur le volant. Il a dit, et je cite, « Elle commence à y croire elle-même. Nous devons accélérer les choses. » Un frisson parcourut Catherine. Ça aurait pu être à propos de n'importe quoi. Alors explique les rapports médicaux que j'ai vus dans le bureau de Marie la semaine dernière quand nous avons aidé à déplacer ce meuble. Tu fouillais dans leurs papiers.
Catherine était choquée. Ils étaient juste posés sur le bureau. Des panels de tests sanguins, Catherine. Pas compatible avec une grossesse. Tu n'avais pas le droit. Je suis médecin, dit James. Je sais ce que j'ai vu. La colère monta en elle. Rapide et brûlante. Et alors? Tu penses que tout ça n'est qu'un énorme mensonge? Que ma meilleure amie porte un faux ventre et prétend être enceinte. Plus que prétendre, dit James. Peut-être quelque chose de psychologique. C'est. Balbutia Catherine, cherchant ses mots. C'est de la jalousie. Tu as toujours été étrange à propos de mon amitié avec Marie. Le visage de James se durcit. Ce n'est pas juste et tu le sais. Depuis que nous sommes mariés, tu fais des commentaires sur le temps que je passe avec elle. Sur le fait qu'elle a toujours besoin de quelque chose. Sur le fait qu'elle appelle trop tard. Parce qu'elle est manipulatrice. Il haussa la voix pour la première fois. Elle t'utilise, Catherine. Elle l'a toujours fait. Arrête-toi, dit-elle froidement. Quoi? Arrête-toi. James gara la voiture sur le bas-côté et s'arrêta. Le moteur resta allumé. Ils restèrent assis en silence. Le léger bourdonnement de la climatisation remplissant l'espace entre eux. Je ne veux pas me disputer, dit-il après un moment. Je te dis ce que j'ai remarqué parce que je suis inquiet. Pour toi. Même pour elle. Catherine regarda par la fenêtre, les yeux lui piquants. Tu te trompes à ce sujet. J'espère que je me trompe. Dit James, sa voix plus basse. Mais réfléchis. Réfléchis vraiment. Quand l'a-t-elle annoncé? Janvier, répondit doucement Catherine. C'était il y a 7 mois. Son corps a-t-il changé comme celui d'une femme enceinte? Pas seulement son ventre. Son visage. Ses chevilles. Son poids général. Catherine se souvint de la baby shower. Les bras fins de Marie. Sa mâchoire dessinée. Ses chevilles fines et ses talons à lanière. Les femmes enceintes font généralement de la rétention d'eau. Leur visage est bouffi. Leur corps change d'une manière qui ne peut être cachée. Elle a toujours été mince, murmura faiblement Catherine. Elle ne boit pas, n'est-ce pas? À cause des ordres du médecin. Pas de nausées matinales. L'as-tu déjà entendu parler de nausées? De maux de dos? D'aversions alimentaires. Catherine ne se souvenait de rien de tout cela. Selon Marie, sa grossesse avait été magique. Pas de symptômes. Pas de plainte. Et la chambre de bébé, ajouta James. Tout est encore dans son emballage. Rien n'a été assemblé. Tout semble mis en scène. Arrête. Catherine se boucha les oreilles comme une enfant. Arrête. Il se tut. Lentement. À contre-cœur. Catherine se permit d'y réfléchir. Les photos soigneusement posées de Marie. Le fait qu'elle ne semblait jamais avoir besoin d'aller aux toilettes. Même si elle était censée porter un bébé de 7 mois. La façon dont elle esquivait les questions sur les soins prénataux. Pourquoi, murmura Catherine. Laissant tomber ses mains. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Je ne sais pas, admit James. Pour attirer l'attention. Les dons. Cette fête n'était pas bon marché. Elle a dit que tout avait été donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Catherine y réfléchit. Les décorations coûteuses. Le traiteur. Les cadeaux. L'organisation à but non lucratif de Marie se concentrait sur la santé maternelle. Cela pourrait-il être lié? Je dois savoir la vérité, dit-elle enfin. James hocha la tête. Enclenchant la vitesse. Moi aussi. Alors qu'il reprenait l'autoroute. Le doute s'insinua dans l'esprit de Catherine comme un brouillard. Obscurcissant tout ce qu'elle avait cru. Elle connaissait Marie depuis plus longtemps que quiconque, à part sa famille. Elles avaient tout partagé. Première règle. Premier baiser. Le stress des études. L'angoisse du mariage. Marie était comme une sœur. Mais même alors. Il y avait toujours eu quelque chose en elle qui avait soif d'attention. Au lycée. Ses chagrins d'amour étaient publics. Ses victoires étaient bruyantes.
Même sa demande en mariage avec Nathan avait été planifiée pour une attention maximale en ligne. Je n'arrête pas de penser à ce que sa mère a dit soudain James. Une bénédiction après un long silence. Quel silence? Marie n'a jamais mentionné avoir des problèmes de fertilité. Non, approuva Catherine. Elle ne l'a pas fait. Son téléphone vibra avec un SMS. C'était de Marie. Tu me manques déjà. Déjeuner mardi, juste les filles. Tellement de choses à te dire. Catherine le fixa. Voyant le message avec de nouveaux yeux. Tellement de choses à me dire. Qu'est-ce que Marie n'avait pas déjà partagé sur cette grossesse? Le reste du trajet fut silencieux. Au moment où ils arrivèrent dans leur allée. Le soleil se couchait. Peignant le ciel de douces couleurs orange et rose. Et maintenant, demanda Catherine alors que James huppait le moteur. Il la regarda sérieusement dans la lumière déclinante. C'est à toi de décider. C'est ton ami. Catherine hocha lentement la tête. Je dois découvrir la vérité. Quoi que ce soit. Nous y ferons face ensemble, dit doucement James. Cette nuit-là. Catherine resta éveillée longtemps après que James se fut endormi à côté d'elle. Son esprit tournait sans cesse. Repassant chaque souvenir avec Marie des 7 derniers mois. L'excitation dans sa voix quand elle avait annoncé sa grossesse pour la première fois. Comment elle avait toujours décliné l'offre de Catherine d'assister au rendez-vous chez le médecin. Les réponses vagues sur les dates d'accouchement et les visites à l'hôpital. Quelque chose ne collait pas. Au matin, Catherine avait pris une décision. Elle devait voir par elle-même. Le jour après la baby shower arriva, clair et lumineux. James avait un service tôt à l'hôpital. La laissant seule avec ses pensées agitées. Elle arpentait la cuisine. Son café intact dans une tasse. Rejouant tout ce que James avait dit. Cela pouvait-il être vrai? Sa meilleure amie. La personne en qui elle avait plus confiance que quiconque en dehors de son mari. Pouvait-elle vraiment vivre un mensonge aussi énorme? Catherine prit son téléphone et commença à faire défiler les photos récentes de Marie. Sur chaque photo, Marie était radieuse. Les mains tenant doucement son ventre de femme enceinte. Son sourire éblouissant. Mais quand Catherine regarda de plus près, elle commença à remarquer des schémas. Marie portait toujours des robes amples ou de grands hauts. Elle posait toujours de biais. Et elle gardait toujours un peu de distance entre elle et les autres. Avant de pouvoir changer d'avis, Catherine lui envoya un SMS. J'ai laissé mon châle chez toi hier. Ça te va si je passe le chercher? Marie répondit rapidement. Désolé, pas à la maison en ce moment. Rendez-vous chez le médecin en ville. Mais Tina est là. Elle peut te laisser entrer. Parfait. Tina, la sœur cadette de Marie, était moins prudente, moins polissée. Si quelqu'un pouvait dire la mauvaise chose, ce serait bien elle. Catherine attrapa son sac à main et ses clés. Imaginant un châle bleu pâle qu'elle savait ne pas exister. Le trajet jusqu'à la maison de Marie sembla plus long que d'habitude. Chaque kilomètre semblait la rapprocher d'une vérité à laquelle elle n'était pas prête. Marie et Nathan vivaient dans une maison victorienne rénovée à la périphérie de la ville. Un cadeau de mariage des parents de Marie, qu'ils avaient lentement restauré. En entrant dans l'allée, Catherine remarqua que la voiture de Nathan était partie. Seule la vieille Civic de Tina était garée sous l'abri d'auto. Elle frappa, son cœur battant fort dans sa poitrine. Des pas s'approchèrent, et la porte s'ouvrit sur Tina. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et elle portait un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt d'université de Marie. Catherine. Tina avait l'air surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai laissé mon châle hier, dit Catherine avec un sourire. Marie a dit que tu me laisserais entrer. Oh. Tina cligna des yeux, puis s'écarta. Bien sûr, entre. Il est probablement dans le salon avec les affaires de la baby shower. Catherine entra, instantanément frappée par la différence de l'atmosphère de la maison sans toutes les décorations et les invités. Elle semblait vide, comme si quelque chose avait été installé juste pour l'exposition. Désolé pour le désordre, dit Tina, désignant un petit déjeuner à moitié mangé sur la table basse. Je n'attendais pas de visite. Pas de problème. Catherine sourit, faisant semblant de fouiller la pièce. La fête était magnifique, dit-elle.
Vous avez dû travailler si dur. Surtout l'organisatrice d'événements, dit Tina en haussant les épaules. Marie avait des idées très précises. J'en suis sûre, répondit Catherine. Elle se dirigea vers la salle à manger, où elle aperçut une bouteille de vin rouge ouverte sur la table à côté d'une assiette contenant un demi-steak. Petit déjeuner tardif, demanda-t-elle. Le visage de Tina devint rouge. C'était celui de Nathan hier soir. Catherine haussa un sourcil. Steak et vin rouge. C'est un peu lourd pour Marie ces jours-ci, non? Oh, elle n'a pas. Tina s'arrêta au milieu de sa phrase, les yeux écarquillés. Je veux dire, elle a mangé autre chose. Quelque chose de sûr pour la grossesse. Catherine hocha la tête, notant silencieusement le lapsus. Où est Marie aujourd'hui? Elle a mentionné un rendez-vous chez le médecin. Tina se dandina sur ses pieds. Oui, elle est allée dans une clinique en dehors de la ville. Pour une surveillance spéciale. Sa voix n'était pas stable. Est-ce que tout va bien avec le bébé? Demanda Catherine, observant attentivement Tina. Tout va bien, dit Tina trop rapidement. Juste des trucs de routine. C'est bon à entendre. Catherine se dirigea vers les escaliers. Ça te dérange si je regarde à l'étage pour mon châle? Peut-être qu'il a fini dans la chambre de bébé. Je viens avec toi, dit Tina un peu trop vite. La chambre de bébé avait l'air exactement comme pendant la fête. Parfaite, intacte. Mais maintenant, avec les mots de James résonnant dans son esprit, Catherine vit les signes. Aucun des paquets n'avait été ouvert. Les pièces du berceau étaient encore emballées dans du plastique. Le matelas était encore scellé. Même les minuscules vêtements de bébé dans le tiroir avaient encore leurs étiquettes. On dirait une salle d'exposition. Dit doucement Catherine, passant ses doigts sur la table allongée. Marie veut que tout soit parfait avant d'ouvrir quoi que ce soit, répondit Tina. Tu sais comment elle est. Je croyais savoir, murmura Catherine. Alors que Tina se tournait pour fouiller le placard, Catherine aperçut quelque chose. Un petit carnet était coincé derrière la table allongée, comme s'il était tombé et avait été oublié. Pendant que Tina ne regardait pas, Catherine le glissa rapidement dans son sac à main. Il n'est pas là, dit Tina. Peut-être en bas dans le placard à manteau. Elles redescendirent. Catherine fit semblant de vérifier quelques endroits. Je devrais y aller, dit-elle finalement. Je l'ai probablement laissé dans ma voiture après tout. Je dirai à Marie que tu es passé, dit Tina en la raccompagnant à la porte. S'il te plaît. Catherine s'arrêta à la porte. Tina, est-ce que tout va vraiment bien avec Marie? Elle semble différente ces derniers temps. Quelque chose changea sur le visage de Tina. Elle avait l'air effrayée. Triste. Elle traverse beaucoup de choses, dit-elle doucement. Mais elle ira bien. Elle s'en sort toujours. Si elle a besoin de quoi que ce soit, tu seras la première à le savoir. Mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Catherine avait à peine atteint sa voiture quand elle entendit des voix venant du côté de la maison. Instinctivement, elle s'accroupit derrière un grand buisson d'hortensia. C'était la voix de Marie, claire et nette à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. Je me fiche de ce qu'il pense. Tout sera terminé une fois que le don sera validé. Le sang de Catherine se glaça. Don, elle se rapprocha, essayant d'en entendre plus. Mais Marie avait baissé la voix. Tout ce que Catherine put saisir, ce furent des bribes. Pas question de reculer maintenant. Trop investi. Puis des pas crissèrent sur le gravier. Catherine courut vers sa voiture et sauta à l'intérieur. Elle venait de démarrer le moteur quand Marie apparut sur le côté de la maison. Le téléphone pressé contre son oreille. Son visage était dur. Froid, concentré. Différent de tout ce que Catherine avait jamais vu. Dans le rétroviseur, elle vit Marie regarder sa voiture. Sa main libre ne reposait pas sur son ventre. Elle pendait tranquillement le long de son corps. Une fois en sécurité plus loin dans la rue, Catherine s'arrêta et appela James. « Tu as peut-être raison, dit-elle dès qu'il répondit, la voix tremblante. « Quelque chose ne va vraiment pas, que s'est-il passé ?» demanda James, son inquiétude forte même à travers le téléphone. « Je suis allé chez elle. J'ai trouvé un journal. Et je l'ai entendu parler d'un don qui serait validé. Elle a dit que tout serait fini après ça. » James resta silencieux pendant quelques secondes.
As-tu vu des documents médicaux? Quelque chose de concret? Non, admit Catherine. Mais Tina agissait bizarrement. Et il y avait du vin rouge et du steak sur la table. Et la chambre de bébé? Rien n'a été ouvert, James. Tout est encore dans son emballage. Garde le journal, dit-il. Nous pourrions en avoir besoin comme preuve. Preuve de quoi? Demanda-t-elle, soudainement effrayée par la réponse. Que penses-tu qu'il se passe vraiment? La voix de James devint sombre. Dans le meilleur des cas. Elle a une sorte d'épisode délirant. Dans le pire des cas, une fraude. Après avoir mis fin à l'appel, Catherine resta assise dans sa voiture avec le journal sur ses genoux. L'ouvrir ressemblait à une trahison. Mais ne pas l'ouvrir, c'était laisser ce qui se passait continuer sans contrôle. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit à la première page. Ma très chère fille, bien que tu ne sois pas encore dans mes bras, tu es déjà dans mon cœur. Chaque jour que j'attends pour toi est un jour de plus qui me rapproche de te tenir. Ils ne comprennent pas. Ils disent que ce n'est pas possible, que je devrais accepter la réalité. Mais les mères savent. Les mères savent toujours. Ta chambre est prête. Ta famille t'attend. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de toi. Avec un amour éternel, ta maman. L'entrée était datée de 3 ans. Catherine feuilleta d'autres pages. Chacune était une lettre à cette fille imaginaire. Certaines étaient pleines d'espoir. D'autres, de colère. Certaines, de désespoir. La plus récente, datée d'il y a seulement 2 semaines, lui glaça le sang. Ma fille miracle. Ils ont enfin tous accepté ta venue. Les dons affluent. Bientôt, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour te ramener à la maison comme il se doit. Encore un peu de patience. Et personne ne pourra plus t'éloigner de moi. Pour toujours à toi, maman. Que s'était-il passé il y a 3 ans? Marie et Nathan n'étaient mariés que depuis quelques mois à l'époque. Y avait-il eu une grossesse dont personne n'avait entendu parler? Une perte. Le téléphone de Catherine vibra. Un SMS de Marie. Je t'ai vu partir en voiture. As-tu trouvé ton châle? Elle se figea, ne sachant que dire. Avant qu'elle ne puisse se décider, un autre message arriva. Catherine, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre. Pouvons-nous nous voir demain quelque part de privé? Je garde un secret depuis trop longtemps. Et tu es la seule en qui j'ai confiance pour la vérité. Catherine fixa l'écran. La peur et une étrange sensation d'avoir raison l'envahirent d'un coup. Elle répondit avec des doigts tremblants. Bien sûr. Dis-moi l'heure et le lieu. Marie répondit immédiatement. Le chalet au lac Morrison. Viens seul. Le chalet. L'ancien lieu de villégiature de sa famille. Calme, éloigné et privé. C'était l'endroit parfait pour une confession ou une confrontation. Catherine redémarra la voiture, glissant le journal dans son sac à main. Elle rentra chez elle, le poids de 20 ans d'amitié pesant lourdement sur ses épaules. Au moment où elle atteignit leur allée, sa décision était prise. Elle rencontrerait Marie le lendemain, l'écouterait, puis déciderait quoi faire. James l'attendait dans la cuisine, toujours en tenue d'hôpital. Un regard sur son visage lui dit tout. « Tu as trouvé quelque chose, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Beaucoup de choses, dit Catherine doucement, s'affaissant sur une chaise à la table de la cuisine. Et demain, je vais découvrir le reste. » Elle lui tendit le journal. James le feuilleta lentement. À mesure qu'il lisait, son expression s'assombrit. Quand il eut fini, il le referma soigneusement et le posa entre eux comme si c'était quelque chose de dangereux. « Quoi que tu rencontres demain, dit-il doucement. Sois prudente. Si elle vit dans cette illusion depuis 3 ans. Elle est toujours Marie, dit Catherine, bien que même elle ne sût plus ce que cela signifiait. Elle est toujours mon amie. James tendit la main à travers la table et lui prit la sienne. Les gens qui se noient entraînent avec eux quiconque essaie de les sauver, dit-il. Souviens-toi de ça. Cette nuit-là, Catherine laissa un message vocal à James avant de se coucher. Je pense que tu as raison sur tout. J'ai peur de ce que je vais découvrir demain. Dans ses rêves, elle se tenait dans la chambre de bébé parfaite de Marie. Marie berçait une couverture vide dans ses bras,
fredonnant des berceuses à personne. Le lendemain matin, le trajet jusqu'au lac Morrison dura 40 minutes. Chaque kilomètre la rendait plus anxieuse. Elle n'avait pas beaucoup dormi. L'esprit plein de questions, essayant de comprendre ce que Marie pourrait révéler. James avait proposé de venir, mais Catherine savait que c'était quelque chose qu'elle devait affronter seule. Le lac était calme sous la douce lumière du soleil printanier. De légères vagues ondulaient à la surface. Le chalet de la famille Whitman était niché entre de grands pins. Son bois était délavé et sa cheminée fissurée par le temps. Catherine avait passé de nombreux étés ici avec Marie, à rire, nager, partager des secrets d'adolescente. Maintenant, plus rien n'était pareil. En remontant le chemin de gravier, elle aperçut le SUV blanc de Marie garé sous l'abri d'auto. Son estomac se noua. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Catherine marcha lentement vers la porte. La balançoire du porche où elle s'asseyait était couverte de rouille. Les pots de fleurs étaient vides. Le paillasson n'avait plus de mots. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Marie se tenait là, dans une simple robe d'été blanche. Son visage n'avait pas de maquillage. Ses yeux étaient rouges, comme si elle n'avait pas dormi. Il n'y avait aucun signe de ventre de femme enceinte. Juste Marie. « Tu savais » dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Catherine hocha la tête. La gorge trop nouée pour parler. Marie s'écarta, lui faisant signe d'entrer. « J'aurais dû savoir que James comprendrait, » dit-elle. Les médecins remarquent des choses. À l'intérieur du chalet, il faisait sombre. La lumière du soleil se glissait à travers les stores à moitié fermés. Marie s'assit sur le vieux canapé en cuir, repliant ses jambes sous elle comme elle le faisait toujours à l'université. « Tu me détestes » demanda-t-elle, sa voix faible. Catherine resta debout, ne sachant que dire. « Je ne te déteste pas » dit-elle finalement. « C'est juste que, je ne comprends pas » Marie eut un rire sec. « Ça fait de nous deux. » Catherine la regarda verser de l'eau d'une carafe dans un verre. Ses mains étaient stables. Pas de vin. Pas de comédie. Juste la vérité. « Je n'ai pas toujours menti » commença Marie, fixant l'eau. « Il y a 1 an, j'étais vraiment enceinte. » Le souffle de Catherine se coupa. « Quoi ? 8 semaines. » dit Marie. Nous ne l'avions encore dit à personne. Nous voulions attendre le 2e trimestre. Sa voix était plate. Comme si elle récitait quelque chose qu'elle avait dit trop de fois. C'est arrivé un mardi, continua-t-elle. Nathan était à Londres pour le travail. J'étais seule. Marie. Catherine fit un pas de plus, quelque chose en elle changea. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Parce que tu venais d'annoncer ta promotion au centre de conseil. Tout le monde te fêtait. Elle haussa les épaules. Je ne voulais pas te voler ton moment. La culpabilité se tordit à l'intérieur de Catherine. Ce même sentiment qui avait toujours accompagné leur amitié. La façon dont leur vie prenait constamment des directions opposées. Chacune avalant la joie de l'autre sans le vouloir. Après la fausse couche, continua Marie d'une voix basse. Je me suis effondrée, mais en secret. Personne ne le savait sauf Nathan et mon médecin. Catherine s'assit à côté d'elle, laissant un peu d'espace entre elles. Et puis, j'ai arrêté de l'accepter, dit Marie. J'ai commencé à parler au bébé comme si elle était encore réelle. À acheter des choses. À faire des plans. Ses mains se dirigèrent inconsciemment vers son ventre toujours plat. Nathan était inquiet. Mais il a joué le jeu au début. Il pensait que c'était le deuil. Quand est-ce que c'est devenu, ça, demanda Catherine, agitant vaguement la main. Signifiant tout ce qui se passait maintenant. Marie soupira. Il y a 3 mois. Je devais faire un discours lors d'une collecte de fonds pour mon organisation. Tu sais ? Mais j'ai eu une crise de panique en coulisses. Je ne pouvais plus respirer ni penser. Je me souviens, dit doucement Catherine. Tu m'as dit que c'était une intoxication alimentaire. Un autre mensonge. Marie eut un sourire fatigué. Nathan m'a trouvée dans la salle de bain, haletante. Je n'arrêtais pas de dire que je ne pouvais pas les affronter. Que je ne pouvais pas dire à tout le monde que j'avais échoué. Et puis il a dit, et si tu n'avais pas à le faire ? Catherine sentit un froid l'envahir.
Il t'a suggéré de simuler la grossesse. Pas exactement. Il a dit que je pouvais dire que j'étais nouvellement enceinte. Juste pour passer l'événement. Il a dit qu'on pourrait annoncer une perte plus tard. Dire que nous faisions notre deuil en privé. Marie la regarda avec des yeux vides. Mais ça m'a fait du bien, Catherine. Les félicitations. L'attention. Les gens me regardaient comme si j'étais de nouveau spécial. Alors tu as continué. Ça a fait boule de neige, dit Marie. Un événement en a entraîné un autre. Un petit ventre est devenu un plus gros. Puis les dons ont commencé à arriver. Catherine fronça les sourcils. Les dons. Marie se leva brusquement et se dirigea vers le bureau dans le coin. Elle revint avec un dossier plein de papiers et les étala sur la table basse. Tiens, dit-elle, vois par toi-même. Catherine les examina. Les documents montraient d'importants dons d'entreprises et de particuliers. Tous à l'organisation de Marie, soins maternels nouveau départ. L'organisation est réelle, expliqua Marie. Nous faisons un vrai travail. Nous aidons les femmes à obtenir des soins prénataux dans les communautés mal desservies. Ce qui n'est pas réel, c'est ta grossesse, termina Catherine à sa place. Marie hocha la tête, baissant les yeux vers le sol. Je ne comprends pas, dit Catherine. Pourquoi ta grossesse importerait-elle aux donateurs? À cause de qui ils sont. Marie tria les papiers et en sortit plusieurs chèques avec des noms que Catherine reconnut. La Fondation Grave. Le Trust Williams. Les services de santé Hampton. Ils ont tous perdu quelqu'un, expliqua Marie. Des enfants, des petits-enfants, des frères et sœurs. Ils donnent parce qu'ils connaissent la douleur de la perte. Ils croient que je les comprends parce qu'ils pensent que j'ai ressenti cette même peur. Sa voix devint plus ferme. Ils se connectent à moi parce qu'ils pensent que je comprends. La peur de perdre un enfant. Catherine s'adossa, abasourdie. Donc la baby shower était une collecte de fonds. En gros, admit Marie. Chaque cadeau, chaque décoration a été donnée par des entreprises qui soutiennent Nouveau Départ. Ils obtiennent des déductions fiscales et de la publicité. Nous obtenons des fournitures pour nos cliniques. L'esprit de Catherine tournait. C'était manipulateur, trompeur, peut-être même criminel. Marie, c'est... Son téléphone vibra. Un SMS de James. L'obstétricien vient de m'envoyer un email. Il dit qu'il a déposé un rapport de fraude. Le cœur de Catherine se serra. Elle leva les yeux. Marie l'observait attentivement. Mauvaise nouvelle? Demanda Marie. Catherine ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tourna son téléphone vers elle. Marie lut le message. Son visage devint pâle. Qui d'autre est au courant? Demanda Catherine doucement. Juste Nathan et Tina, murmura Marie. Tina l'a compris le mois dernier. Le calme de Marie se brisa. Sa voix se cassa. Catherine, je ne peux pas aller en prison. Si ça se sait, la fondation s'effondrera. Toutes ces femmes que nous aidons, elles n'auront plus rien. Tu aurais dû y penser avant de commencer ça. Cette performance, dit Catherine. Je sais. Des larmes coulèrent sur les joues de Marie. Je sais que c'était mal, mais je vais arranger ça. Une fois que le don final de la Fondation Grave sera validé, j'annoncerai que j'ai perdu le bébé. Les gens ressentiront de la sympathie, pas de la suspicion. Personne ne le remettra en question. Le froid dans sa voix choqua Catherine. Ce n'était pas le deuil qui parlait. C'était de la planification. Et qu'en est-il de tous ceux qui tiennent à toi, demanda-t-elle. Les gens qui se sont inquiétés. Qui ont fait des achats pour toi. Qui ont fait des projets avec toi. Qu'en est-il de leurs sentiments? Ils s'en remettront, dit rapidement Marie. Les gens le font toujours. Je ne suis pas sûr que je m'en remettrai, dit doucement Catherine. Quelque chose changea sur le visage de Marie. Un éclair de la fille qu'elle était autrefois. Quelqu'un avec qui Catherine avait grandi. Quelqu'un de réel. J'ai besoin de toi, Catherine, dit Marie. Tu es la seule personne qui ne me quittera pas à cause de ça. La seule qui comprend. Le poids de 20 ans d'amitié pesait lourdement sur les épaules de Catherine. Soirée pyjama, remise de diplôme, mariage, secret murmuré,
promesse tenue. Des moments où Marie avait été là pour elle. Des moments où elle ne l'avait pas été. J'y réfléchirai, dit Catherine en se levant et en prenant son sac à main. Mais ça doit s'arrêter. Aujourd'hui. Marie hocha rapidement la tête. Ses yeux pleins de désespoir. Tout ce que tu veux. Ne le dis juste à personne d'autre. S'il te plaît. Alors que Catherine s'éloignait en voiture, le chalet devenait de plus en plus petit dans son rétroviseur. Mais à l'intérieur, quelque chose semblait vide. La Marie qu'elle pensait connaître avait disparu. Remplacée par quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Son téléphone sonna à travers les haut-parleurs de la voiture. C'était James. Tu avais raison, dit-elle avant qu'il ne puisse parler. Surtout. Tu vas bien, demanda-t-il doucement. Non, admit-elle. Je ne vais vraiment pas bien. Rentre à la maison, dit doucement James. Nous trouverons une solution ensemble. Mais même en conduisant, un détail la tracassait. Quelque chose que Marie avait dit à propos du don de la Fondation Grave. Le nom lui disait quelque chose. Plus fort que juste dans les papiers. Catherine prit la sortie suivante et s'arrêta sur le parking d'un café. Elle chercha dans les contacts de son téléphone. La veuve sérieuse qu'elle avait rencontrée à un gala de charité l'année précédente. La femme s'était montrée très intéressée par son travail de conseil auprès des parents en deuil. Sans trop réfléchir, Catherine appuya sur le numéro et passa l'appel. Madame Grave, c'est Catherine Walker. Nous nous sommes rencontrés au gala Avenir Radieux. Elle prit une profonde inspiration. Je me demandais si je pouvais vous poser une question sur un don que vous avez fait à Soins Maternels Nouveau Départ. 30 minutes plus tard, Catherine était assise, abasourdie, dans sa voiture. Les mots de Monica Grave résonnaient encore dans ses oreilles. Marie a promis que le bébé porterait le nom de mon défunt mari, avait dit Monica. Anderson pour un garçon et Drina pour une fille. Elle m'a dit que ce serait un mémorial vivant pour lui et que le père du bébé, comment s'appelait-il? Nathan, était d'accord. Ce n'était pas seulement une fausse grossesse. Ce n'était pas seulement tromper les donateurs. C'était une manipulation émotionnelle stratégique. Ciblant les familles en deuil. Et à ce moment-là, Catherine sut qu'elle ne pouvait plus protéger Marie. 3 jours plus tard, un message apparut sur un forum communautaire local. Alerte à la fraude. Une directrice d'organisation locale simule une grossesse pour obtenir des dons. Catherine ne l'a pas écrit. James non plus. Mais le mal était fait. En quelques heures, l'histoire se répandit dans leur petite ville comme une traînée de poudre. Des captures d'écran circulèrent sur les réseaux sociaux. Les nouvelles locales s'en emparèrent. Le téléphone de Marie allait directement sur la messagerie vocale. Nathan supprima tous ses comptes. James fut convoqué pour parler au conseil d'administration de l'hôpital, tout comme le docteur Henry Gregg, l'obstétricien qui avait assisté à la baby shower. On leur demanda à tous les deux de faire des déclarations officielles sur ce qu'ils avaient vu. Je n'ai rien dit de trop précis, dit James à Catherine ce soir-là, desserrant sa cravate en s'enfonçant dans le canapé. Juste confirmer que, en tant que professionnel de la santé, j'avais des doutes sur la véracité de son état. C'est un cauchemar, dit doucement Catherine, faisant défiler des centaines de commentaires en ligne. Des gens qu'ils connaissaient depuis des années exprimaient leur indignation, leur incrédulité et leur colère. Certains défendaient Marie, suggérant qu'elle était mentalement instable. D'autres exigeaient des poursuites pénales. Comment est-ce que ça a pu sortir, demanda James. Tu ne l'as dit à personne d'autre que moi, n'est-ce pas? Et à Monica Grave. Dit Catherine doucement, mais elle n'aurait pas posté ça. Elle était horrifiée, embarrassée. Alors quelqu'un d'autre à la fête a dû soupçonner quelque chose, dit James. Ou peut-être que c'était Tina. Qui que ce soit, le résultat était le même. Le monde soigneusement construit de Marie s'effondrait, et Catherine regardait cela se produire de loin. Le lendemain, une lettre apparut dans leur boîte aux lettres, livrée à la main. Catherine reconnut immédiatement l'écriture. Catherine, je sais ce que tu as fait. Je t'ai confié ma vérité, et tu m'as trahi, comme tout le monde finit par le faire. Ne te donne pas la peine de nier. Tu as toujours été jalouse de ma vie, de mon mariage, de mon succès. Tu fais semblant de t'en soucier, mais au fond, tu attendais ma chute. Eh bien, félicitations.
Tu as détruit tout ce que j'ai construit. J'espère que tu es satisfaite. Marie. Il n'y avait aucune excuse, aucun signe de culpabilité. Juste un blâme. Placé carrément sur les épaules de Catherine. Elle froissa la lettre dans ses mains. Un souvenir de leur avant-dernière année de lycée lui revint. Marie s'évanouissant à la cafétéria après une rupture. La panique, l'ambulance, la sympathie des professeurs et des amis. Plus tard, en privé, Marie avait murmuré « J'avais juste besoin que tout le monde voie à quel point ça faisait mal ». Catherine l'avait excusée à l'époque. Elle avait excusé tant de choses au fil des ans. Les vêtements empruntés qui n'étaient jamais rendus. Les petits amis avec qui Marie avait flirté. Les plans qu'elle annulait quand quelque chose de mieux se présentait. Toujours suivi de ce même sourire charmant qui rendait difficile de rester en colère. La sonnette retentit, la ramenant au présent. Jessica se tenait sur le porche. Son look habituel d'artiste bohème avait été remplacé par un jean et un t-shirt uni. Elle avait l'air fatiguée, épuisée. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. Catherine hocha la tête et la conduisit à la cuisine. Elle leur versa du café à toutes les deux et attendit. « Je me sens tellement idiote, » dit Jessica après un long silence. « Je lui ai donné 3000 $. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. « Quoi ?» Jessica hocha la tête, honteuse. « Pour la chambre de bébé. » Elle a dit que c'était juste pour le court terme. Qu'elle avait un gros projet de design à venir mais qu'elle devait engager l'entrepreneur. « Oh, Jessica. Je sais. Je sais. Mais elle m'avait toujours remboursé avant. Et elle était si excitée. Elle parlait de tout rendre parfait pour le bébé. » La voix de Jessica tremblait. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mais il n'y a pas de bébé, n'est-ce pas ?» « Non, » dit doucement Catherine. « Il n'y en a pas, Y en a-t-il jamais eu ?» « Il y a un an, elle a fait une fausse couche précoce, » dit doucement Catherine. Jessica resta assise en silence, hochant la tête. Ça a plus de sens que, tout ça. A-t-elle demandé de l'argent à quelqu'un d'autre? Lilian. Peut-être. Elles ont déjeuné ensemble il y a quelques semaines et Marie s'est beaucoup concentrée sur elle après. Après le départ de Jessica, Catherine n'attendit pas. Elle appela immédiatement Lilian. Lilian répondit à la première sonnerie, son ton calme et professionnel en place. « J'attendais ton appel, » dit-elle. « Tu veux savoir si elle m'a aussi demandé de l'argent? » L'a-t-elle fait? Pas directement, répondit Lilian. Mais elle a beaucoup parlé de son organisation, a dit qu'ils avaient besoin d'un programme de santé mentale, m'a dit que je serais la personne parfaite pour le diriger. Et j'ai proposé de faire du bénévolat. Elle n'a pas semblé emballée par ça. Tu as vu clair en elle. Des formations professionnelles, dit Lilian. Je remarque quand quelqu'un joue un rôle au lieu d'être authentique. Elle s'arrêta un instant. À mon avis professionnel, Catherine, Marie présente des signes du syndrome de Munchausen. N'est-ce pas quand quelqu'un simule une maladie pour attirer l'attention? Oui. Mais dans ce cas, c'est presque comme un syndrome de Munchausen par procuration. Sauf que le mandataire est son rôle imaginaire de mère. Elle a créé une histoire qui lui a valu de la sympathie, de l'attention, et même de l'argent. Et tout était centré sur une grossesse qui n'a jamais existé. Catherine ferma les yeux, submergée. Que arrive-t-il à quelqu'un comme ça, demanda-t-elle. Sans aide, dit Lilian, les mensonges s'accumulent, les risques augmentent. Et finalement, tout s'effondre. Sa voix s'adoucit. Quelqu'un n'a-t-il eu de ses nouvelles? Pas depuis que l'histoire est sortie. Elle m'a envoyé une lettre me blâmant pour tout. Déviation classique, dit Lilian. Elle ne peut pas faire face à ce qu'elle a fait. Après la fin de l'appel, Catherine resta assise en silence, essayant de tout assimiler. Son téléphone vibra à nouveau. C'était Stanley, le jeune frère de Marie. Catherine, sa voix semblait brisée quand elle décrocha. « As-tu eu des nouvelles de Marie ?» demanda-t-il. « Non. Et toi? » Pas depuis hier. Elle m'a appelé en pleurant. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle disait. Il fit une pause, essayant de se ressaisir. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je le savais depuis des mois. Mais je n'avais pas de preuves, et maman et papa ne voulaient pas écouter. Ce n'est pas ta faute, Stanley.
Vraiment? C'est ma sœur. J'aurais dû essayer plus fort. Sa voix se cassa. La police est impliquée maintenant. Quelqu'un a porté plainte pour fraude. L'estomac de Catherine se noie. Déjà. Plusieurs donateurs. Et Catherine, elle est partie. Elle a vidé ses comptes ce matin et a disparu. Catherine serra le téléphone plus fort. Et Nathan? Il dit qu'elle l'a quitté aussi. Mais honnêtement, il a l'air plus en colère qu'inquiet. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur leur mariage. Après avoir mis fin à l'appel, elle téléphona à James à l'hôpital. Marie a disparu, dit-elle sans aucune introduction. Son ton devint immédiatement sérieux. Disparu comment? Elle a disparu. Ses comptes sont vides. Personne n'a de ses nouvelles. Il fit une pause. Puis dit doucement. Elle pourrait venir te voir. Pourquoi le ferait-elle? Elle me blâme de l'avoir démasqué. Parce que tu es sa constante. Son filet de sécurité émotionnelle. Même quand elle te repousse, elle ne fait que te rapprocher. Les mots de James la hantèrent alors que la soirée avançait. Catherine arpentait la maison, sursautant à chaque craquement, jetant un coup d'œil par les fenêtres à chaque scintillement de lumière. La pluie commença vers 9 heures. D'abord un léger tapotement. À minuit, c'était devenu une averse torrentielle. James avait été appelé pour une chirurgie d'urgence, la laissant seule avec ses pensées. Elle venait de décider d'essayer de dormir quand on frappa doucement à la porte. Elle se figea. On frappa de nouveau. Léger, à peine plus fort que la pluie. Catherine se dirigea prudemment vers la porte et regarda à travers le judas. Marie se tenait sur le porche, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux collés à son visage. Pas de maquillage. Pas d'éclat de designer. Juste Marie. Silencieuse, brisée et dégoulinant sur le paillasson. Catherine ouvrit la porte. Marie ne parla pas. Ne bougea pas. Elle la fixa simplement avec des yeux vides et creux. Puis, comme une marionnette dont on aurait coupé les ficelles, elle s'effondra en avant dans les bras de Catherine. Son corps semblait petit. Fragile. Pour une femme qui avait prétendu être enceinte de 7 mois. Elle semblait s'être flétrie. Catherine pouvait sentir ses côtes à travers le tissu trempé alors qu'elle la portait à moitié à l'intérieur. Elle enveloppa Marie dans une couverture et l'assit sur le canapé. Marie ne dit pas un mot. Ses yeux fixaient le vide. Catherine fit du thé, mais Marie n'y toucha pas. Elle posa des questions. Marie ne répondit pas. Finalement, Catherine s'assit simplement à côté d'elle en silence, regardant la pluie couler sur les fenêtres. Après ce qui sembla être des heures, Marie parla enfin. « Dis-moi quoi faire, murmura-t-elle. Je le ferai. » Catherine la regarda. À la personne qui était autrefois sa meilleure amie. Et elle ne ressentit que de la fatigue. Quand James revint à l'aube, il les trouva comme ça. Marie recroquevillée en boule sur le canapé. Catherine assise en face d'elle dans un fauteuil, immobile. Un regard sur le visage de James lui dit qu'il savait. Ils ont émis un mandat d'arrêt, dit-il doucement, entraînant Catherine dans la cuisine. Fraude. Plusieurs chefs d'accusation. La Fondation Grave porte plainte. Catherine regarda la forme endormie de Marie sur le canapé. Elle n'a plus rien. Pas d'argent. Pas de maison. Pas de réputation. Ce n'est pas notre problème, répondit James. Sa voix était ferme mais pas dure. Catherine, elle a manipulé des familles en deuil. Elle a utilisé leur douleur. Elle a pris de l'argent sous de faux prétextes. Je sais qu'elle doit faire face aux conséquences, dit Catherine. Et elle a besoin d'aide. D'aide professionnelle. Elle ne peut pas rester ici, dit James en se frottant le front. Je veux qu'elle soit partie d'ici midi. Catherine hocha la tête. Il avait raison. Garder Marie maintenant ne ferait que les impliquer dans ce qui allait suivre. Après le départ de James pour le travail, Catherine prépara des toasts et du café et posa l'assiette devant Marie, qui avait enfin bougé. James veut que tu sois parti d'ici midi, dit-elle simplement. Marie ne discuta pas. Elle hocha la tête. Puis picora le toast sans manger. Où vais-je aller, demanda-t-elle. Tu pourrais te rendre, dit Catherine. Assumer tes responsabilités.
Marie eut un petit rire amer. Ils vont me mettre en prison. Peut-être. Peut-être pas. Mais fuir ne fait qu'empirer les choses. Marie leva les yeux. Et pendant un instant, Catherine vit la fille qu'elle avait connue. Un producteur de documentaire m'a appelé hier, dit Marie. Il veut nous interviewer toutes les deux. Quelque chose sur la tromperie et la maladie mentale à l'ère des médias sociaux. Ils offrent de l'argent. Tu ne peux pas être sérieuse. Pourquoi pas, dit Marie. Au moins, je contrôlerai l'histoire. Catherine la fixa, incrédule. Même maintenant, elle pensait à l'histoire, au projecteur, à l'attention. Marie, ce n'est pas un problème de relations publiques, dit-elle. Ce n'est pas quelque chose que tu peux enjoliver ou rendre joli. Tu as menti à tous ceux qui t'aiment. Tu as utilisé le deuil des gens pour de l'argent. Pour la fondation, corrigea doucement Marie. Pour la fondation que tu contrôlais. Qui a bâti ta réputation? Qui t'a donné du pouvoir, lança Catherine. Arrête de te mentir à toi-même si ce n'est à personne d'autre. Le visage de Marie changea. Une fissure apparut dans son expression. Qu'est-ce que tu attends de moi, Catherine? Dit-elle, la voix s'élevant. Des larmes? Une confession? Tu veux que je rampe et que je supplie? Pour que tu te sentes mieux de m'abandonner quand j'ai le plus besoin de toi. Il ne s'agit pas de moi, répondit Catherine. Il s'est toujours agi de toi. Le visage de Marie devint rouge. Bien sûr que si. Parfaite Catherine. Avec son mari parfait. Son travail parfait. Sa morale parfaite. Jamais une erreur. Jamais de désordre. Sais-tu seulement ce que c'est que de rester dans ton ombre pendant 20 ans? J'ai fait des erreurs, dit doucement Catherine. Y compris laisser cette amitié aller si loin que tu as pensé que tu pouvais m'utiliser comme tu utilises tout le monde. Je ne t'ai jamais utilisé, murmura Marie. Vraiment, demanda Catherine. Les crises de fin de soirée. Le drame qui se produisait toujours juste au moment où quelque chose d'important se passait pour moi. La façon dont tu avais toujours besoin d'être sauvée. Marie tressaillit comme si elle avait été giflée. C'est ce que font les amis, dit-elle. Ils sont là. Les amis, dit doucement Catherine. Pas les vampires émotionnels. Elles s'assirent l'une en face de l'autre à la table de la cuisine. 20 ans d'amitié s'étendaient entre elles comme quelque chose de lourd et de brisé. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, murmura Marie après une longue pause. Je ne peux plus dire ce qui est réel. Ce qui est réel et ce qui est une performance. Je sais, dit Catherine, sa voix s'adoucissant. C'est pourquoi tu as besoin d'aide. D'une vraie aide. Marie resta silencieuse un long moment. Je voulais juste être spéciale à nouveau, dit-elle avant que Catherine ne puisse répondre. On frappa vivement à la porte d'entrée. À travers la fenêtre, elle vit une voiture de police garée dans l'allée. Les yeux de Marie s'écarquillèrent de panique. Elle sauta de sa chaise et courut vers la porte arrière. Catherine attrapa son bras. Ne fais pas ça, dit-elle doucement. Ce ne sera que pire si tu dois fuir. Laisse-moi partir, cria Marie. Se tordant dans sa prise. Catherine, s'il te plaît. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas, à ce moment-là, Catherine devait faire un choix. Entre l'ami qu'elle avait connu toute sa vie. Et la vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Entre la loyauté qu'il avait façonnée pendant tant d'années. Et la clarté morale lui était née de tout ce qui s'était effondré. Je parlerai pour toi, dit enfin Catherine en lâchant le bras de Marie. Je leur dirai que tu es venu ici de ton propre chef. Que tu coopères. Ça pourrait t'aider. Marie s'appuya contre le mur. Son corps s'affaissant, vaincu. Tu penses vraiment que je suis un monstre, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Catherine secoua la tête. Non. Je pense que tu es perdu. Et je ne peux plus te retrouver. Les heures suivantes passèrent comme dans un brouillard. Déclaration à la police. Accusation lue à voix haute. Marie, les yeux vides, emmenée à l'arrière d'une voiture de police. Catherine fit sa déclaration. Comme elle l'avait promis. Elle donna une version de la vérité. Une version qui omettait les détails les plus sombres qui n'auraient fait qu'empirer les choses. Une vérité partielle. Pour une vie à moitié vécue.
Les semaines passèrent. Puis les mois. Marie accepta un accord de plaidoyer. Sursis avec mise à l'épreuve. Restitution. Travaux d'intérêt général. Et traitement psychiatrique obligatoire. La fondation fut fermée. L'argent qui restait fut donné à de vraies organisations de santé maternelle. Catherine tint sa promesse et témoigna. Elle parla avec précaution, équilibrant l'honnêteté et la gentillesse. Elle parla de la fausse couche de Marie. Du deuil qui avait dégénéré en quelque chose de plus grand. Quelque chose de faux. Elle parla du bien que la fondation avait fait. Même si l'argent derrière avait été obtenu par la tromperie. Elle ne mentionna pas les donateurs ciblés. Elle ne parla pas du journal qui montrait que les mensonges avaient peut-être été planifiés. Pas seulement des explosions émotionnelles. Mais des manœuvres prudentes. Certains appelleraient ça un parjure. Catherine plaça le dernier acte d'amitié qu'elle pouvait offrir. 6 mois après la baby shower. Le jour où tout avait commencé. Une lettre arriva. Elle venait de l'établissement psychiatrique où Marie recevait maintenant des soins. Catherine, on me dit d'écrire ceci dans le cadre de ma guérison. Je suis censé reconnaître le mal que j'ai causé. Prendre mes responsabilités. M'excuser pour de vrai. Pas seulement faire semblant. Je ne sais pas si je comprends encore la différence. Je ne sais même pas qui je suis quand personne ne regarde. Mais je sais une chose. Tu m'as sauvé. De moi-même. Pas comme le fait une amie. En ignorant les choses ou en trouvant des excuses. Mais comme le ferait une sœur. Avec une vérité dure. Et un amour encore plus dur. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends même pas que tu répondes. Mais j'ai besoin que tu saches ceci. Dans le désordre que j'ai fait de tout. Une chose est finalement devenue claire. La différence entre être vu et être connu. Marie. Catherine plia la lettre et la plaça dans la vieille boîte à souvenirs de son placard. Elle se trouvait à côté de photos de leur enfance. Un bracelet d'amitié délavé. Et un morceau du châle bleu pâle qu'elle avait un jour inventé juste pour avoir une excuse pour aller chez Marie. Puis elle se rendit en voiture au lieu de la baby shower. C'était calme maintenant. La grange vide dans la douce lumière d'automne. Elle s'assit seule sur les marches de l'entrée. Regardant les feuilles tomber lentement des arbres voisins. Autour d'elle. Le monde était calme. Immobile. Catherine resta assise là, pensant à toutes les choses invisibles que les gens choisissent de ne pas voir chez ceux qu'ils aiment. Marie lui avait appris quelque chose. Certains mensonges sont dits par amour. Mais d'autres sont dits parce que quelqu'un aimait l'attention plus qu'il n'aimait la vérité.